Et il reste à peu près un quart d'heure, donc on va attaquer les solides, comme ça ce sera mis de côté. Dans les faits, ce n'est pas au programme d'étudier toutes les différents sous-états, les différentes phases qu'on peut trouver dans les solides. Il n'y en a réellement qu'un qui est présent, et de manière relativement légère, c'est l'état cristallin, parce que c'est le plus facile à expliquer. L'état cristallin, ça consiste à étudier de la matière qui est bien rangée. Voilà, c'est ça un cristal. De la matière bien rangée. De plein de manières différentes, mais qui est bien rangée. Donc imaginez là, on a une pile d'atomes ou de molécules, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui ne veut pas bouger, décidément. Hop, je reviens en arrière. Cagade. Voilà. Qui est bien rangé. J'ai fait des couches de différentes couleurs pour qu'on voit bien, qu'effectivement, c'est correctement rangé. Et on voit qu'ici, on a ce qu'on pourrait appeler des plans qui se dessinent. Mais dans les faits, ces plans qui sont ici, il n'y a pas que ceux que j'ai dessinés en couleur. Vous voyez bien que, et on le voit de face là aussi, on a un plan ici. Si il veut bien me prendre le stylo, non, il ne veut pas me prendre le stylo, ben, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui veut fonctionner. Il n'y a rien qui veut fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Ça me cagade, cette histoire. Ah, voilà, top, on revient. Donc là, on abandonne le schéma précédent, on prend directement sur celui-là. Ça, c'est ce qui s'appelle, c'est un cristal de fer. Le fer pur, pas l'acier, le fer pur, c'est organisé de cette manière-là. Et vous voyez ici différents plans. On les voit, On voit bien qu'on a ici des plans qui sont organisés, Mais on voit qu'il y en a d'autres. On voit que je peux décaler aussi un petit peu dans un cran. C'est aussi un plan, en fait, si je prends 1 sur 2 sur les différentes lignes. Ça forme aussi des plans. Il y a bien entendu aussi le plan vertical, Les plateaux, on voit bien qu'ils forment des plans. Il y a aussi les plans horizontaux. On voit bien que ça forme des plans. Donc, en gros, la matière organisée, quand on parle de cristal, ce qui définit un cristal, c'est le fait qu'on trouve des plans d'alignement dans la matière. Ces plans, on leur donne un nom, on appelle ça des plans réticulaires. Ça s'appelle des plans réticulaires. Et quand la matière est organisée sous forme de plans réticulaires, on dit que cette matière forme un cristal. On peut noter aussi quelque chose. C'est comme elle est organisée de manière régulière. Il y a une espèce de forme de base qui se répète. Et si on la translate verticalement, horizontalement, en diagonale, on peut toujours la recaser un peu plus loin dans le cristal. Cette forme de base, c'est ce qu'on appelle, ça veut vraiment plus fonctionner là, voilà. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais ça ne veut plus fonctionner. Si ça se trouve, grâce à monsieur ou madame Microsoft, il est en train de faire une mise à jour derrière. Deux petites secondes, le temps de le faire redémarrer. C'est agaçant de ne pas avoir le contrôle sur tout. Non. Vous savez quoi? Puisqu'il ne veut plus marcher, il reste à peine 10 minutes. Vous aurez 10 minutes de pause supplémentaire. D'accord? Merci beaucoup. Ouais. Et donc, on va reprendre là où ça s'était craché hier, tout simplement. Voilà. Donc, on était sur cette maille de cristal de fer où je vous avais fait remarquer qu'effectivement, on avait des plans qui se dessinaient. Ça, c'est fait, je fais juste le raccord.
Ces plans, c'est ce qui définit en fait ce qu'est un cristal et la plupart des propriétés des cristaux, en matière en particulier de diffraction de la lumière ou des particules. Ces cristaux sont aussi caractérisés par le fait qu'ils sont de fait répétitifs et qu'on peut trouver un motif minimal le plus petit possible qui, par simple translation, et uniquement translation, d'accord ? Pas de rotation, pas d'isomorphisme, pas d'autre chose, juste des translations, on peut reproduire la totalité du cristal qui est régulier. Dans le cristal de fer que vous avez là, le motif de base, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle la maille. Et cette maille, ici, je vais la faire tourner un tout petit peu pour que vous voyez bien, c'est simplement un cube avec un atome de fer au centre. Et bien, figurez-vous qu'on appelle cette maille cubique centrée. Oui, on n'est pas allé chercher bien loin, d'accord ? C'est simplement un nom. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On a quelques noms de mailles orthorhombiques, excusez-moi, où là, c'est moins simple. En plus, il y a des H à l'intérieur, c'est compliqué à utiliser. Donc, ce n'est pas toujours des noms simples, mais quand il y avait moyen de donner des noms simples, on a donné des noms simples. D'accord ? Donc là, c'est simplement cubique centré, un cube avec quelque chose à l'intérieur. On a aussi des mailles qui sont hexagonales, on a des mailles qui sont cubiques face centrée, on va le voir juste derrière. Voilà, par exemple, ça, c'est la maille d'un cristal de chlorure de sodium, du sel de table, d'accord ? Le bête sel, d'accord, une fois qu'il a cristallisé. Alors, vu comme ça semble hyper compliqué, en plus il y a différentes couleurs. Quand on représente le modèle compact, c'est vrai que généralement on ne voit pas grand-chose. Donc je vais simplement tricher un tout petit peu et mettre chacune de ces boules-là un peu plus petites, histoire qu'on voit comment elles sont placées un peu les unes par rapport aux autres. Et en la faisant tourner un peu, j'espère que vous voyez un peu comment elles s'organisent. Les boules vertes, elles sont organisées en cubes, vous le voyez. Et sur chacune des faces du cube, en plus, on a une boule verte. Donc, on a une maille cubique centrée. Et si vous regardez cette fois-ci uniquement les boules violettes, on a exactement la même chose, mais décalée d'une demi-maille. Le cristal de chlorure de sodium, c'est en fait deux réseaux cristallins décalés d'une demi-maille et qui sont exactement du même type. Les grosses boules vertes, c'est le chlorure, un gros atome, enfin un gros ion en l'occurrence, puisque ce sont des ions ici, et les petites boules violettes, c'est les atomes de sodium qui, eux, sont beaucoup plus petits, il y a beaucoup moins d'électrons à l'intérieur, donc sont beaucoup plus petits en taille, et se logent entre les espaces qui sont laissés libres par les ions chlorure. Ok ? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin ? Ben, à la limite, non. Dans le programme, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc c'est à peu près ce qu'on va dire. Si vous avez à étudier ces cristaux, vous ne le ferez pas dans les études de santé, parce qu'on ne va pas plus loin. Voilà. On s'arrête ici. Vous pourriez voir ça plutôt dans les études de sciences, en particulier si vous continuez sur de la chimie, où effectivement la cristallographie, elle, prend beaucoup d'importance. Alors c'est un peu dommage qu'on s'arrête là, parce que l'une des plus grandes découvertes de la dite cristallographie, c'est justement la détermination de la structure en double hélice de l'ADN. C'est par cristallographie que ça a été fait. D'accord ? C'est une des plus grandes découvertes de la biochimie, et on va dire pratiquement de la biologie, d'accord ? Puisque c'est une des bases des systèmes biologiques, mais nous, on s'arrête là. Voilà, c'est tout. Juste pour préciser, puisque je parle là d'ADN, de cristallographie, c'est bon, je peux bien comprendre que des boules, je peux les ranger les unes à côté des autres pour faire un cristal organisé. Mais quand c'est des molécules plus grandes, j'ai du mal à comprendre comment je les organise les unes par rapport aux autres pour que ce soit tout bien rangé. Et bien là, vous avez un cristal de glucose, du sucre. D'accord ? Ça veut simplement dire que dans ma maille, cette fois-ci, je n'ai pas forcément des molécules entières. Je peux avoir un bout de la molécule dans une maille qui se prolonge dans la suivante, et donc, dans le dessin que j'ai sur moi, la molécule qui sort d'un côté, on la voit en quelque sorte rentrer de l'autre, mais c'est celle de la maille d'à côté. Mais quand on duplique, on a bien des molécules entières, simplement on a des bouts de molécules qui sont dans le motif de base. Vous avez déjà sans doute vu ça dans des carrelages qui sont faits
donc en carreaux, hein, où il y a des dessins qui se prolongent sur le suivant. Et quand on les met les uns à côté des autres, les pièces de carrelage, ça forme un schéma complet de dessin. Mais le dessin n'est pas complet sur chaque pavé de carreau, sur chaque carreau, d'accord, de pavement. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe ici. Et donc, on peut faire des cristaux avec à peu près tout et n'importe quoi, si la molécule s'y prête. Il existe des molécules qui sont impossibles à cristalliser. Et je vais prendre juste un dernier exemple. Le polypropylène. Le polypropylène, c'est un des plastiques qu'on utilise en particulier pour faire des sacs plastiques, des bidons de lessive, ce genre de trucs-là, d'accord, qui sont en plastique, mais aussi les boîtes de Tupperware, vous savez, les trucs qu'on met au congélateur et puis qu'on peut passer au micro-ondes derrière, d'accord? Et il existe principalement deux types de polypropylène. Un qui cristallise, c'est celui qui va au micro-ondes, et un qui ne cristallise pas et qu'il est impossible de faire cristalliser, c'est celui des bidons de lessive et autres bidons de produits dans ce genre-là. Et on ne peut pas transformer l'un en l'autre. Quand on les a fabriqués, il y en a un qui peut cristalliser, l'autre qui ne peut pas, et ce n'est pas possible de les convertir entre les deux. Il existe par contre des produits qui peuvent être sous forme cristalline ou pas. Le verre, par exemple. Le verre cristallin, la silice et SiO2. Cristallin, c'est du quartz. Non cristallin, c'est le verre que vous utilisez tous les jours dans les bouteilles, dans les verres, etc. Donc, ça peut être une possibilité qui est inscrite dans la molécule même, ou simplement, au moment de la cristallisation, les conditions étaient favorables, ça cristallise ou ça ne peut pas cristalliser. D'accord ?